Bonsoir, l'actualité en 2 titres. Le président Alpha Condé est à Moscou. Il a lancé les travaux du Forum économique guinéo-russe, une rencontre pour évaluer les atouts et les besoins économiques des 2 pays. Retour à Conakry, 28 septembre 2017, la Guinée se souvient encore du choix qu'elle a fait il y a 59 ans. Nous reviendrons en images sur cette date historique où le destin du pays s'est dessiné. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le chef de l'État est en Russie. Il s'est entretenu avec le président de la Fédération de Russie. Les présidents Vladimir Poutine et Alpha Condé ont passé en revue plusieurs axes de coopération. Des domaines tels que la sécurité, les mines et la santé ont été évoqués. Sanassi Keita. La rencontre est fructueuse et prometteuse entre le président de la République de Guinée et le président de la Fédération de Russie. Cette poignée de main illustre parfaitement la volonté des 2 dirigeants de renforcer leurs relations d'amitié et de coopération. Cet entretien bilatéral a permis donc au professeur Alpha Condé et à Vladimir Poutine d'évoquer plusieurs sujets importants allant dans le sens de la redynamisation de l'axe de coopération Conakry-Moscou. Des questions comme la santé, la pêche, l'agriculture, la formation, l'énergie, la défense ou encore les mines ont été profondément débattues au cours de cet entretien qui a duré plus d'1 heure. Cet entretien bilatéral a débouché sur la signature de 6 accords de coopération entre les 2 gouvernements, russes et guinéens. Entre autres accords signés, on note la coopération dans le domaine épidémiologique, de la prévention des maladies infectieuses en Guinée, du trafic illégal de stupéfiants, du renouvellement de la convention de la concession du jugement de Diandian et la convention pour la réhabilitation, l'extension et l'exploitation du jugement de bauxite de Kindia. Pour ces accords, le président Vladimir Poutine reste clair. Avec le président de l'Union africaine, Alpha Condé, se sont tenus dans une ambiance amicale et constructive. Tout d'abord dans un format restreint, ensuite avec la participation des ministres, des représentants des agences et des entreprises, nous avons tenu une discussion détaillée sur tout un spectre de sujets de la coopération bilatérale. Nous avons fait des conclusions sur le travail effectué après la dernière rencontre avec M. Condé en juin dernier à la marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Nous avons esquissé des projets en perspective. Comme vous avez vu, nous avons signé un paquet sensible de documents. La Guinée est un partenaire fiable et respectueux de la Russie. Nos pays sont unis par des rapports amicaux qui ont résisté à l'épreuve du temps et nous l'avons mentionné aujourd'hui. L'année suivante, nous avons célébré 60 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos 2 pays. Une grande contribution dans le renforcement de la coopération bilatérale est accordée au président guinéen lui-même. En tant que reconnaissance de sa contribution, aujourd'hui, je l'ai décoré avec l'ordre de l'amitié, la décoration nationale de la Fédération de Russie. Je veux souligner que lors de nos pourparlers, nous avons priorisé la coopération commerciale et économique. Pendant le premier semestre, on a vu une croissance de 2 fois des échanges commerciaux. On a vu la croissance de l'exportation des produits russes chimiques, des véhicules, de l'équipement, des transports et des produits alimentaires et d'agriculture. Évidemment, ce taux d'échange est loin d'être parfait. On s'est attendu de prendre des mesures concrètes pour mobiliser les échanges commerciaux. Les instructions adéquates ont été données à la commission intergouvernementale. Sa session va se tenir à Conakry en juillet. Hier, M. Condé a participé à l'organisation du Forum économique russe-guinéen et a pu voir que les entreprises russes et guinéennes ont de beaux projets pour coopérer dans des domaines variés. Un autre domaine important de notre coopération reste la minerie. Depuis 15 ans, c'est le groupe des entreprises russales qui est actif sur le terrain guinéen. On travaille avec la construction des usines, des entrepôts, de l'infrastructure de services. On a construit un port et un chemin de fer. Le total d'investissement s'accroît jusqu'à 300 millions de dollars. Aujourd'hui, avec nos entreprises guinéennes, on a signé un mémorandum qui prévoit le renouvellement
pendant 25 ans l'exploration du plus grand gisement d'Indien ainsi que de la région Kindia. Sur le marché guinéen des métaux précieux, on voit également notre compagnie Severstal qui travaille avec des gisements LIFA. Le groupe Uralmash Ijora, c'est une compagnie qui est engagée dans la possibilité de livrer en Guinée l'équipement pour les mines. Un autre domaine perspectif, c'est l'énergie. Les compagnies russes sont prêtes à s'engager dans la création et dans la livraison d'équipements pour les installations guinéennes. En particulier, Silovey Machini a démontré son intérêt dans l'exportation des installations de génération d'énergie. Rusk Hydro peut aider dans la conception et les études des capacités de génération d'énergie. Nous comptons que l'aéronautique, les produits d'aéronautique seront également demandés, tels que les avions, les tout-terrain. Un autre domaine important de coopération, c'est la santé. À l'assistance du ministère de la Santé et de la compagnie Russal, la Guinée a vu la création d'un hôpital de la lutte contre l'Ebola et le centre d'épidémiologie et de microbiologie. En août dernier, les essais cliniques ont débuté entre nos spécialistes pour créer une vaccine contre l'Ebola. De nouvelles perspectives de coopération dans le domaine de la santé publique ont été ouvertes par un accord signé aujourd'hui entre le ministère des Affaires étrangères sur la santé, l'équipement et les sciences médicales. La Russie assiste la Guinée dans la formation des cadres. Plus de 200 Guinéens ont déjà reçu des diplômes russes. Cette année, le quota pour les étudiants guinéens s'est élevé jusqu'aux 60. Un coup d'envoi au rapport dans le domaine de formation a été donné par un mémorandum d'entente signé dans le domaine d'enseignement supérieur et les recherches. On s'est entendu de renforcer la coordination sur l'arène internationale et en particulier sur la piste de l'Union africaine où la Guinée préside cette année. Pour nous, l'Union africaine est une structure régionale d'autorité qui est capable de résoudre des sujets importants sur le continent africain pour assurer la sécurité et la prospérité économique des peuples. L'importance croissante de l'Union africaine dans les affaires africaines a trouvé sa réflexion dans la participation de son président, M. Condé, dans le sommet de BRICS en Chine, dans le sommet Outreach à la marge du sommet des BRICS. De son côté, la Russie est un avocat actif du développement des pays africains. À l'ordre de cette initiative, on a annulé la dette du pays. La somme remonte jusqu'à 20 milliards de dollars. En 2016, à travers le programme mondial alimentaire, on a assisté le pays jusqu'à la somme de 5 millions de dollars. Cette année, on a accordé la somme de presque 3 millions de dollars à l'égard de l'Union. Je voudrais remercier Monsieur le Président pour parler. Je suis convaincue que les accords qu'on a atteints vont contribuer à la promotion des relations entre nos deux pays et au renforcement de notre opération avec les pays africains. Je vous remercie pour votre attention. Alpha Condé est ravi de voir Moscou, Conakry renforcer leurs liens de coopération. Au terme de la rencontre avec le président Poutine, sa délégation, ma délégation, nous sommes très heureux des résultats de cette rencontre. En effet, les différentes coopérations entre nous et la Fédération de la Russie concernant la santé, l'éducation, l'armée, la sécurité et aussi le domaine de la pêche et du développement économique
Et nous sommes très heureux puisque nous avons seulement actuellement 2 sociétés russes en Guinée, dans les mines. Et hier, grâce au forum, nous pensons que nous allons avoir aussi d'autres sociétés qui vont intervenir, puisque la Guinée a d'immenses potentialités, mais nous avons besoin de rattraper notre retard. Nous avons aussi demandé au président d'accompagner les entreprises russes et que aussi dans le cadre de notre plan de développement sous 5 ans 2016-2020, où nous allons faire le comité consultatif à Paris, nous avons demandé que la Fédération de la Russie nous accompagne, notamment en nous accordant un prêt concessionnel afin de pouvoir faire travailler les entreprises russes en Guinée, mais aussi de pouvoir faire nos projets de réalisation au niveau des barrages, au niveau des infrastructures, au niveau aussi de l'aménagement rural. Donc nous sommes très satisfaits de la volonté ferme de la Fédération de la Russie de coopérer avec nous. Notre souhait est que la coopération entre nos deux pays franchisse une nouvelle étape et qu'on ait une coopération stratégique qui va permettre de renforcer ce que nous avons connu à l'époque de l'Union soviétique où la coopération était très forte. Nous espérons de nous, donc avec la Fédération de Russie, nous allons franchir un pas beaucoup plus important et que la coopération sera beaucoup plus importante. Nous avons donc eu des échanges très fructueux et nous savons que la Fédération de la Russie et le président Poutine ont toujours tenu leurs engagements. Donc nous sommes convaincus que la Guinée pourra toujours bénéficier de la détermination et de l'engagement du président Poutine. Aussi au niveau de l'Union africaine, nous avons souhaité que la Russie nous accompagne parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a décidé de prendre son destin en main, de parler d'une seule voix et que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Ce sera le cas par exemple de la Libye, du Congo-Kinshasa, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Nous avons demandé au président Poutine d'apporter son soutien au G5 parce que seules les troupes africaines peuvent se battre réellement. Parce que je ne vois pas des troupes du Bangladesh accepter de mourir facilement en Afrique parce que ce n'est pas leur pays. Nous avons des casques bleus, 20 000 casques bleus au Congo-Kinshasa depuis plus de 20 ans et l'insécurité est toujours aussi plus grande. Donc désormais l'Afrique peut prendre son destin en main. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous savons que depuis l'Union soviétique, ça a été toujours la position de nos amis d'ici et que la fédération continue. Donc nous sommes certains que le président Poutine apportera son soutien à l'Union africaine afin que l'Afrique non seulement prenne son destin en main, mais puisse résoudre les problèmes qui le concernent. Donc nous sommes très heureux en tant que président de la Guinée, mais surtout en tant que président de l'Union africaine de cette visite. Et nous allons renforcer donc la coopération entre l'Union africaine et la Russie. J'avais demandé l'année dernière au président Poutine d'envisager aussi une coopération Russie-Afrique, comme nous l'avons avec l'Inde, avec le Japon, avec la Chine, etc. Donc nous espérons que cela va être mis en application. En tout cas, nous sommes très heureux et nous nous félicitons de l'engagement du président Poutine, de son gouvernement et du peuple russe. Et nous remercions aussi de l'accueil chaleureux que ma délégation et moi nous avons reçu depuis notre arrivée dans cette belle ville de Moscou. Merci. Le président Vladimir Poutine a enfin décoré son frère et ami, le président Alpha Condé, en l'élevant au grade de l'ordre de l'amitié de la Fédération nationale de Russie. Décret 255 PRG SGG portant élévation à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite. Le président de la République décrète. Article 1er. La dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite, République Guinée, est décernée à son Excellence M. Vladimir Vladimirovich Poutine, président de la Fédération de Russie, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Guinée et la Fédération de Russie. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 septembre 2017, signé professeur Alpha Condé, grand souverain, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Une occasion également mise à profit par le président Alpha Condé d'honorer le patron du Kremlin. Ce matin, le chef de l'État, président de l'Union africaine, s'est rendu à la place des martyrs du Kremlin. Le président Alpha Condé a posé une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs russes pour leur rendre hommage. Suivez.
Un peu plus tôt, le président Alpha Condé, c'était hier, a lancé les travaux du Forum économique russo-guinéen. Les deux pays sont en partenariat depuis plusieurs années, mais quels sont les enjeux de ce forum? Des éléments de réponse avec Salassi Keita. Premier forum économique russo-guinéen, axé sur le slogan « Coopération commerciale et économique en tant que facteur de développement dynamique ». Le président de la République préside ce grand événement avec pour objectif d'inciter surtout les entreprises russes à s'implanter davantage en Guinée pour participer à l'essor économique du pays. Je suis heureux de me retrouver à Moscou, m'adresser aux hommes d'affaires ici présents pour le premier forum d'affaires russo-guinéen. Cette initiative est le symbole de la nouvelle dynamique que nous souhaitons insuffler au partenariat économique entre nos deux pays. Mesdames, Messieurs, la Russie est un partenaire historique, un allié privilégié. En effet, en 1958, la Guinée fut de toutes les colonies françaises la seule à voter non au référendum du général de Gaulle et à prendre l'indépendance. Le général de Gaulle a estimé que c'était un mauvais exemple et que les autres pays des colonies françaises pouvaient suivre l'exemple de la Guinée. Donc pour cela, il fallait punir la Guinée pour décourager les autres. Le gouvernement français a retiré tous les fonctionnaires français et toutes les structures qui étaient dirigées par les Français. Donc la Guinée s'est retrouvée à genoux. C'est l'Union soviétique qui est venue au secours de la Guinée et qui nous a permis de nous relever. Nous n'oublierons jamais cela. Et nous savons que la Russie d'aujourd'hui, la Fédération de Russie, est la continuation de l'Union soviétique. La Russie est un pays modèle de résilience et de réussite qui a su conserver et renforcer son rôle stratégique dans l'économie mondiale grâce à des politiques pragmatiques et innovantes. Ici, à ma deuxième visite dans ce beau pays en un an, preuve de l'excellence de nos rapports qui ont eu un caractère fraternel, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire de notre pays. Malgré des succès notables, notre coopération économique n'a pas été par le passé à la hauteur de la qualité de ces rapports. Nous devons donc saisir cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour nous engager pour la consolidation et l'élargissement des relations d'affaires entre le secteur privé russe et le secteur privé guinéen comme catalyseur des échanges économiques et des investissements entre deux pays. Je salue la présence de plusieurs investisseurs russes en Guinée qui sont parmi nous aujourd'hui et qui peuvent partager leur expérience. Les sociétés russes investissent depuis plusieurs décennies en Guinée dans le secteur minier. La présence de Russes dans le secteur de la bauxite, suivie de Nord Gold dans le sud de l'Europe, serviront certainement d'exemple pour d'autres entreprises russes. Nous souhaitons une diversification des investissements au-delà du secteur des mines afin que nous puissions réaliser de nouveaux succès ensemble en Guinée. La Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que tous les fleuves de l'Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger, Sénégal, Concoré, prennent leurs sources en Guinée. Ça veut dire que nous avons d'immenses potentialités pour les barrages hydrauliques, mais aussi pour l'agriculture. En même temps, la Guinée a un climat et des régions très variées. Nous avons la basse côte avec les plages parmi les plus beaux de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le Fouta Jalon avec les hauts plateaux, un peu comme le Kenya et la Tanzanie. Nous avons la forêt, un peu comme la Côte d'Ivoire, et la savane, un peu comme le Mali. Donc non seulement nous résumons l'essentiel de la géographie de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique de l'Est. La Guinée a été considérée comme un scandale géologique, parce que nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite, et nous avons des minéraux de fer parmi les plus riches au monde, qu'on ne peut trouver que dans le Karaja en Amazonie. Mais vous savez que pour des raisons écologiques, il n'est pas indiqué d'exploiter le minerai de fer de Karaja dans l'Amazonie. Donc c'est la Guinée qui dispose aujourd'hui du minerai de fer le plus riche au monde. Indépendamment de cela, nous avons beaucoup d'or et du diamant, mais en plus de cela, nous avons d'autres ressources minières. C'est grâce à la Russie que nous avons pu faire une carte au 200 millième qui nous permet de savoir que nous avons du cuivre, nous avons des pierres précieuses, rubis, saphir, émeraude, mais aussi le cobalt, le platine, etc. Mais pour exploiter ces richesses, nous avons besoin
de faire une géophysique au 5 millième. Parce que nous avons des indices, mais pour savoir quelles sont les quantités exploitables, il faut que nous fassions une géophysique qui peut nous permettre de connaître les quantités exploitables et ensuite un sondage qui permet de connaître la qualité. Ensuite, la Guinée a d'immenses possibilités agricoles. Nous avons 6 millions de terres fertiles et nous cultivons à peine 20%. Et avec l'irrigation, actuellement nous faisons une culture par an. Avec l'irrigation, nous pouvons faire 2 cultures par an et augmenter le rendement des paysans par 4. Les paysans guinéens font 1 tonne à l'hectare, alors que nous avons une coopération tripartite Guinée, Vietnam, Afrique du Sud, où nous faisons 7 tonnes à l'hectare. Ensuite, la Guinée a des productions extrêmement variées. Nous produisons les cultures vivrières, le riz, le fonio, etc. Et nous nous sommes lancés dans une grande campagne de culture d'exportation, notamment l'anacarde, le cacao Mercedes, le café, le palmier à huile, le sésame, le soja, etc. Et la Guinée était de toutes les colonies françaises celle qui avait le plus d'avenir. Et la France avait prévu de développer en Guinée une usine de métallurgie en nous appuyant sur le minerai de fer et sur les possibilités de barrage hydraulique, ainsi qu'une industrie d'aluminium. Mais comme je vous ai dit, les conditions de prise de l'indépendance en 1958 ont bloqué cela. Et le premier régime a passé plus son temps à se défendre contre les agressions de la France que de développer le pays. Le deuxième n'a pas fait mieux. Donc aujourd'hui, nous sommes décidés à ce que la Guinée joue son rôle. Bien sûr, nous sommes en retard, mais avec le développement de la 4e révolution industrielle de l'économie numérique, nous pouvons faire des pas de géants. En effet, nous pouvons transformer notre retard d'aujourd'hui en un avantage, parce que l'économie numérique permet d'aller très vite, à condition bien sûr de maîtriser 2 choses, l'énergie et la maîtrise de nouvelles technologies. L'énergie, nous avons déjà fait des barrages, nous avons d'autres positions de barrages. J'ai dit tout à l'heure au déjeuner au ministre des Ressources naturelles que nous souhaitons, avec la Russie, faire le barrage de Foumi, qui est un barrage pas très important, c'est le programme de l'énergie parce que ça fait 90 MW, mais qui a 2 importances décisives. D'abord, il va rendre le fleuve Niger navigable, c'est-à-dire on peut aller en bateau de Cancan jusqu'à Bamako, etc. Mais surtout, permettre l'irrigation de plus de 100 000 hectares en Guinée, autant au Mali sinon plus, au Niger, au Nigeria, au Tchad. Vous savez qu'avec les conditions de détérioration climatique, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie, ce qui pose de sérieux problèmes d'agriculture. Donc faire ce barrage va non seulement donner l'électricité, mais permettre surtout à ces 5 pays traversés par le fleuve Niger de développer l'agriculture. Les priorités du président de la République sont nombreuses pour le développement de la Guinée, entre autres la santé, l'agriculture et l'énergie. Aussi, nous avons demandé de nous accompagner pour l'énergie solaire, parce qu'il y a beaucoup de soleil en Guinée. Pour le moment, vous connaissez toute la Guinée comme un pays minier, puisque nous avons Rusal dans la bauxite, Nord-Gold dans le minerai, dans l'or. Mais notre objectif est de faire de l'agriculture et de l'agro-industrie la base du développement de la Guinée, c'est-à-dire transformer nos matières premières sur place. Par exemple, jusque-là, c'est les Indiens qui venaient acheter notre anacarde. Nous avons décidé maintenant de construire des usines nous-mêmes pour transformer l'anacarde en noix de cajou. Vous savez très bien que la valeur de l'anacarde par rapport à la noix de cajou est 100 fois moins. Donc ce que nous souhaitons, c'est d'avoir le maximum de sociétés, d'entreprises russes dans ces secteurs-là, mais aussi dans le secteur du tourisme, mais aussi dans le pétrole et le gaz. Du fait de notre retard, nous avons beaucoup plus de possibilités d'investissement que les autres pays. Donc notre objectif est de faire de la Guinée le pilier du développement de l'Afrique de l'Ouest. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de sociétés russes et nous souhaitons réellement que demain, dans mes discussions avec le président Poutine, je vais demander que Exim Bank russe accompagne aussi les entreprises privées russes pour leur permettre d'investir davantage. La Guinée est un pays ouvert, il n'y a pas de chasse gardée, il y a la place pour tout le monde. Et ce que nous souhaitons, c'est que les richesses de la Guinée, c'est un paradoxe, avec d'immenses richesses, nous sommes très pauvres.
parce que ces recherches n'ont pas été développées. Je pense que dans votre histoire, la Russie, avant la révolution de 1917, a connu les mêmes problèmes, un pays très riche mais pauvre. Et vous avez pu sortir de la pauvreté et donner un meilleur système de santé, d'école et de bien-être à votre population. Nous souhaitons donc que vous nous accompagniez. Le rôle du gouvernement, c'est de créer les conditions les plus favorables à l'investissement privé. Mais un pays ne peut se développer que grâce aux entreprises privées. Donc vous avez ici l'APIP, et son directeur général. L'APIP, c'est l'Agence pour la promotion des investissements privés. Vous avez le haut représentant qui a été ancien Premier ministre, d'abord directeur de cabinet du président Alassane en Côte d'Ivoire et Premier ministre en Guinée, qui a donc beaucoup de compétences économiques. Vous avez Kassouri Fofana, qui est ministre d'État chargé des investissements privés. Vous avez le ministre des Mines, le ministre de l'Énergie. Vous avez le ministre Ousmane Ba, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation. Vous avez aussi Michel Kamono, qui est le président de la Commission financière et économique à l'Assemblée. Donc vous avez tous les partenaires qui peuvent vous donner des informations qu'il faut. C'est vrai qu'en Afrique, on nous reproche deux choses, la bureaucratie et la corruption. C'est pour casser la bureaucratie, nous avons décidé de créer à la présidence des points focaux, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vous aider à faire toutes les démarches pour que la bureaucratie de l'administration ne vous bloque pas, ou la bureaucratie ou la corruption ne vous bloque pas. C'est donc Kassouri et le haut représentant qui seront chargés, avec les ministres Onsba et Tian Traoré, de vous piloter avec Tibou Kamara, de vous piloter vers les points focaux à la présidence qui vont vous faciliter, parce que souvent les entreprises disent en Afrique, on a beaucoup de difficultés à la corruption, à la bureaucratie, etc. Et c'est vrai qu'il y a la corruption, c'est vrai qu'il y a la bureaucratie, mais ce n'est pas un handicap. C'est à nous à créer les conditions pour que les entreprises ne soient pas confrontées à cet attirement qui retarde les investissements et les décourage. Donc je souhaite réellement que ce forum, qui est premier de son genre, je crois, avec l'Afrique, soit un bon départ, parce que je suis en même temps ici, j'ai une double casquette. Je suis président de la Guinée, mais je suis en même temps président de l'Union africaine. Donc je souhaite que ce qui va se faire avec la Guinée puisse s'étendre demain à d'autres pays africains pour que vous puissiez investir dans tous les pays africains. Nous avons créé au niveau de l'Union africaine l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable. Parce qu'aujourd'hui, 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Or, vous savez, vous êtes bien placés pour le savoir, sans énergie, sans électricité, on ne peut pas développer un pays. Donc, nous avons créé après le COP21, nous avons créé cette structure afin que les pays développés nous accompagnent pour l'électrification de l'Afrique. Je vais demander demain au président Poutine que la Russie aussi participe à cette initiative. Notre deuxième handicap, c'est les infrastructures. Nous sommes en train de créer au niveau de l'Afrique la zone de libre-échange pour aboutir à un marché commun. Mais ça sert à quoi d'avoir un marché commun s'il n'y a pas de route et de chemin de fer entre les pays pour commercer? Donc c'est le deuxième grand défi. Le troisième, c'est l'éducation. Parce que si l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles, nous voulons être de plein pied dans la 4e révolution industrielle qui est l'économie numérique. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a montré qu'elle est aussi capable que la jeunesse russe ou occidentale de maîtriser les nouvelles technologies. Mais il faut pour cela, nous ayons un système d'enseignement performant des nouvelles technologies. Nous comptons aussi donc en coopération avec la Russie, les accords que nous avons faits dans le domaine de l'éducation, renforcer aussi la maîtrise des nouvelles technologies. Enfin, un autre point important, c'est la santé. Vous savez, la Guinée a connu il y a 2 ans l'Ebola, qui a duré 2 ans, qui nous a beaucoup fatigués. Et là, nous avons été très heureux parce que la Russie nous a accompagnés non seulement pour les laboratoires de détection, mais aussi pour le vaccin. Et nous avons une coopération avec la Russie à Kindia, à l'Institut Pasteur, où la Russie a développé les vaccins qui ont sauvé beaucoup de vies. Donc voilà des secteurs où il y a la coopération gouvernement-gouvernement, la coopération gouvernement et privé russe, mais aussi la coopération entre les hommes d'affaires russes et les hommes d'affaires privés. Donc disons que c'est une coopération à 3 dimensions. La coopération avec le gouvernement russe pour les infrastructures, l'énergie, etc. La coopération entre les entreprises russes et la Guinée avec le système des PPTE, partenariat public-privé, et les partenariats privé-privé. Mais comme nous sommes des panafricains, il n'y a pas seulement des hommes d'affaires guinéens, il y a aussi des hommes d'affaires des pays amis qui investissent en Guinée, comme
M. Abraman Ndiaye, qui est mauritanien, et d'autres, parce que nous souhaitons que les hommes d'affaires africains puissent aussi se développer, et ils ne peuvent le faire qu'en coopération avec d'autres. Nous pouvons avoir des grands hommes d'affaires africains qui peuvent être des partenaires fiables pour vous. Donc je souhaite que les échanges soient très fructueux. Posez toutes les questions, nous sommes très disponibles. Nous n'avons pas peur d'exposer nos faiblesses et aussi nos avantages. Donc posez toutes les questions, il n'y a pas de questions taboues. Nous souhaitons, et demain, j'insisterai beaucoup auprès du président Poutine pour qu'il vous accompagne, parce que on nous reproche de donner tout aux Chinois. Mais lorsque nous voulons faire un barrage, nous lançons des appels d'offres qui soumissionnent les entreprises chinoises. Lorsque nous voulons faire une route, alors nous demandons de coopérer avec tout le monde. Mais si on veut faire un barrage, il n'y a pas d'entreprise russe, il faut nous reprocher de donner aux Chinois. Mais comme les entreprises chinoises sont accompagnées par Exim Bank, j'ai demandé au président Poutine aussi de vous accompagner par Exim Bank pour faciliter les prises de risques. Voilà donc ce que vous souhaitez vous dire, et vous souhaitez une très bonne réunion. Merci. La présence massive d'investisseurs russes en Guinée. C'est surtout l'objectif fondamental qui vient d'afficher le président de la République à ses premiers forums économiques russo-guinéens. La Russie, vous l'avez entendu tout à l'heure, un des tout premiers partenaires de la Guinée indépendante. Justement, parlons de cette indépendance de la Guinée, ou plutôt d'une période précise, le 28 septembre 1958. Il y a 59 ans, que la Guinée disait non au projet de référendum proposé par la France. Un vote sur lequel nous allons revenir ce soir. Tout s'est décidé vite, très vite. Le camarade Ahmed Sékou Touré avait donné la consigne de vote à tous les hauts responsables du bureau politique national du PDG RTA. Un vote qui a fait et qui fait encore la fierté de la Guinée. Nous avons fouillé des archives et nous vous proposons quelques images. Aboubacar Camara. Tout de nous-mêmes et par nous-mêmes. Disposer de notre destin de façon souveraine. C'est la décision téméraire exprimée ce 28 septembre 1958 par la Guinée. Dans les isoloirs et devant les urnes, les Guinéens n'ont ni tremblé ni hésité. Déterminés qu'ils étaient à exprimer leur profonde aspiration à la liberté. La mobilisation record en disait long sur leur degré de motivation. Face aux dispositifs d'intimidation et de perturbation habilement mis en place, la sagesse des votants était désarçonnante. Calmement, les 1 130 292 non contre 56 959 oui ont scellé le sort de l'empire colonial. À lui seul, l'ancien territoire des rivières du Sud, devenu au terme de traités commerciaux et de protectorats cocasses les plus fourbes, suivi d'années d'agressions armées violentes, une colonie française a porté la rude estocade. L'impact du séisme provoqué sera des plus retentissants. Les résultats du vote feront vite le tour des chancelleries par courrier diplomatique. Le sujet enflammera les médias internationaux. La Guinée polarise toutes les attentions, qui pour saluer son courage, qui pour s'en inspirer, qui bien évidemment pour ruminer son refus singulier d'avaler la pilule qui allait légitimer l'empire colonial. La Guinée a quant à elle et de façon résolue préféré un destin séparé. Des officines s'exprimeront à ne pas faire de cet acte du 28 septembre 1958 une référence. Des tentatives seront menées pour travestir cette épopée exceptionnelle. Mais comme toujours, la bave du crapaud n'attend jamais la blanche colombe. Et comme le rappellent nos armoiries, la colombe guinéenne a longtemps pris son envol. Elle vole toujours plus haut avec toute la fierté et la majesté africaine. Cela dure maintenant depuis 59 ans et défiera le temps. Nous autres héritiers continuerons à célébrer à travers les plaines et montagnes verdoyantes, vallées et savanes arborées, la geste de nos preux dévanciers. C'est avec enthousiasme que nous rappelons qu'un jour de septembre 1958, nous Guinéens, dans les urnes, avons signé l'arrêt de mort du système colonial français à 98% des voix. Cette gloire
ne sera assombri par aucune fumée dans le ciel guinéen. Et des jours comme aujourd'hui, nous les dédions à la célébration de tous ceux et de toutes celles qui ont compris et combattu pour éviter à notre peuple 60 ans de tragédie. Ce jour, la nation fière et digne compose des odes symphonies aux femmes et hommes de valeur qui nous ont tirés de la caverne maléfique de l'oppression pour nous réhabiliter dans notre noblesse d'hommes libres. Nous dressons des couronnes à tous ces patriotes anonymes qui ont décidé de notre condition actuelle. Grâce à leur sacrifice, nous pouvons nourrir de grands desseins de développement. Et comme l'enseigne le sage, pour former de grands desseins, il faut avoir l'esprit libre. Nous sommes libres. 98% de non. Le référendum du 28 septembre 1958 était un vote sanction. La Guinée ne voulait pas appartenir au projet de communauté que proposait la France. Il faut dire d'ailleurs que c'était le seul pays de l'AOF, Afrique occidentale française, à décliner cette offre en ce moment-là. Une décision qui fera briller 2 années plus tard le soleil des indépendants sur toute l'Afrique. Ansoumane Toumani Camara. C'est après la loi cadre, dite loi des fers de juin 1956, que les colonies françaises d'Afrique se voient dotées d'une autonomie interne. Cette nouvelle donne autorise l'instauration des exécutifs locaux responsables devant les assemblées législatives. Progressivement, l'Afrique soumise mais revendicatrice de sa souveraineté sans un assouplissement du système colonial, signe d'un changement de stratégie de domination. Enfin, pour cette raison, déclara le général de Gaulle, ayant tiré du drame la leçon qu'il comporte, la France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement, largement des chemins nouveaux, en même temps que pratiques, vers le destin. Du 20 au 27 août 1958, le général de Gaulle est en tournée dans les colonies de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Le chef de l'exécutif est passé proposer un référendum sur la communauté. En septembre 1958, la constitution de la Ve République intègre l'empire colonial dans une communauté. Toutes les colonies françaises acceptent par référendum, à l'exception de la Guinée qui refuse massivement cette nouvelle entité. Mais pourquoi ce choix singulier de la Guinée? Pourquoi ne pas dire une bonne fois non, en expliquant le non, non pas comme une fin de coopération avec la France, mais d'abord comme une forme de confiance en soi-même, comme la prise de la responsabilité d'un peuple qui veut aller directement vers son destin et qui ne s'interdit pas une coopération fraternelle avec les autres peuples. C'est ce que la Guinée a dit. Le 28 septembre, nous avons dit non à la communauté, oui à l'indépendance, oui à une coopération avec la France sur la base de l'amitié et de l'égalité. Un choix judicieux puisque 2 ans après l'indépendance de la Guinée, toutes les autres colonies de l'Afrique centrale et de l'Ouest optent pour leur souveraineté. Cette indépendance singulière de la Guinée a été une promesse faite par le général de Gaulle le 25 août 1958 à Conakry. Une promesse tenue, même si des obstacles ont été savamment dressés par la suite devant le jeune pays indépendant. Et que rarement je réponds à de pareilles questions, je dirais que j'ai une grande considération pour le général de Gaulle et même l'indépendance de la Guinée. Nous pourrons dire que nous la devons au général de Gaulle. Il n'aurait pas posé de manière très nette le choix entre le statut de la communauté et le statut de l'indépendance. Certes, la Guinée, dans le temps, aurait obtenu son indépendance, parce qu'elle luttait pour cela. Mais peut-être, le 28 septembre 1958, elle n'eût pas été indépendante si le général de Gaulle n'avait pas posé assez clairement, en prenant toutes ses responsabilités face à l'opinion mondiale et à l'opinion française, en prenant toutes ses responsabilités, en disant qu'elle respecterait l'indépendance du pays qui aura choisi, le 28 septembre 1958, le sens de sa propre souveraineté. Et je vais vous demander d'applaudir avec moi en criant « Vive le président Ahmed Sékou Touré !»
Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la France! Vive la France! Vive l'amitié et la coopération entre la Guinée et la France! Une part de la vérité historique sur le long et tumultueux parcours de la Guinée et de la France. Ces rapports prennent aujourd'hui une nouvelle couleur d'une coopération franche et bénéfique pour les deux pays. Politiquement, un parti était à l'honneur ce jeudi. Il s'agit du PDG RDA. Des militants se sont retrouvés au siège pour célébrer cette date historique. Ils ont revisité le passé à travers des photos sur l'indépendance et des témoignages audio et vidéo du père de l'indépendance, le président Ahmed Sékou Touré. On fait le point avec Jenny Yansani. Considéré comme la première date historique, le 28 septembre 1958 marque la distinction de la Guinée par son choix du nom. Un nom au référendum proposé par la France. En ce jour de souvenir, le PDG RDA, premier parti au pouvoir de la Guinée indépendante, met en évidence ce chapitre flamboyant. Le peuple de Guinée, dans son entièreté, a dit non à la domination, a dit non à la soumission et a dit oui à l'indépendance, a dit oui à la responsabilité. C'est un jour que nous devions célébrer de la manière la plus éclatante. Le 28 septembre est un moment d'allégresse collective, de solennité pour le peuple de Guinée. Ici, au siège du PDG RDA, les compagnons de l'indépendance revendiquent cet héritage. À travers cette journée, les jeunes se sont davantage rapprochés des anciens afin de s'informer sur l'indépendance de la Guinée. Le 28 septembre n'est pas une date pour la Guinée. C'est une date proposée par la France à l'ensemble des peuples colonisés d'Afrique de l'Ouest et équatoriale. On n'avait que deux choix. Dire oui pour rester dans le giron colonial sous une autre forme de communauté franco-africaine, ou dire non pour avoir son indépendance avec toutes les conséquences, comme a été dit par le général de Gaulle. En prélude à la tenue des activités marquant la fête de l'indépendance, l'engagement du PDG RDA sonne, la mobilisation des artistes de première heure. Une mobilisation qui détermine ce riche patrimoine culturel, musical et artistique guinéen. 4 jours seulement après le nom du 28 septembre, l'indépendance est proclamée le 2 octobre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain.